Bonjour. Dans cette petite capsule, je vais vous donner un aperçu général de la culture d'une classe collabo-réflexive. La classe collabo-réflexive, là, ça vient d'une libre traduction de Thinking Classroom qui a été mise sur pied par Peter Ligedahl, professeur à la faculté d'éducation en mathématiques à l'université Fraser à Vancouver en Colombie-Britannique. Lui, là, il était un professeur de mathématiques au secondaire, puis a poursuivi ses études et ses recherches sur plusieurs années en restant très près de la salle de classe. Ce qui l'intéresse surtout, c'est à comprendre comment engager les élèves à prendre une part plus active dans la réflexion face à la résolution d'un problème. Si ça vous intéresse d'en apprendre davantage sur ses méthodes de recherche puis sur ce qui l'a poussé à développer la culture du Thinking Classroom, on vous invite à visionner une entrevue de Peter dans une petite vidéo là, de 3 minutes que vous allez trouver le lien ici. C'est en anglais, mais vous pouvez ajouter des sous-titres au besoin. Donc, en gros, les recherches de Peter l'ont amené à établir les composantes idéales pour instaurer une culture de résolution de problèmes en collaboration, ce qui a pour but, en fait, d'augmenter l'engagement et la réflexion chez les élèves. Comme vous pouvez le remarquer sur cette photo, les élèves sont groupés habituellement en groupes de 3. Ils travaillent debout sur des surfaces effaçables placées à la verticale afin que tout le monde autour puisse les voir. Puis, contrairement à une salle de classe traditionnelle, l'enseignant ne se retrouve plus devant la salle de classe, devant ses élèves. C'est ce qu'on appelle defronting the classroom. Bon, maintenant, je vais passer assez rapidement les composantes de la routine d'un bloc collabo-réflexif. Alors, dans la mise en train, le problème est toujours donné à l'oral. Ça, là, c'est pour capter l'attention de tous les élèves. On évite aussi les difficultés au niveau de la lecture d'un problème par écrit, par exemple. Les groupes sont faits de façon aléatoire et visible. Peter lui suggère d'utiliser des cartes à jouer. On retire le nombre de cartes selon le nombre d'élèves et d'équipes qu'on veut avoir. Puis là, par exemple, on distribue les cartes, puis tous les élèves qui ont pigé un 3 vont se rassembler, tous les élèves qui ont pigé un 4, etc. On peut aussi utiliser des sites de générateurs d'équipes. On en connaît plusieurs maintenant qu'on a l'expérience d'enseigner en ligne, mais en autant que ce soit visible et aléatoire. Le flow, c'est une composante importante afin de garder tous les élèves engagés et motivés. En fait, là, il s'agit un peu de la zone proximale de développement. Alors, pour conserver les élèves dans le flow, ce qu'on va faire, c'est qu'on va offrir un indice quand on voit que le niveau de difficulté augmente pour éviter de se retrouver en frustration, on va donner un petit indice. Alors là, ça va nous faire redescendre pour rester dans le flow. Puis au contraire, quand on voit que c'est rendu très facile, on veut éviter de s'en aller vers l'ennui. Alors là, on va augmenter la difficulté un petit peu en offrant des extensions pour approfondir la réflexion, aller un peu plus loin, puis ainsi, on invite la zone d'ennui. Maintenant, dans la partie d'objectivation, c'est le moment pour faire le retour sur les concepts ciblés. C'est le moment idéal là, pour animer des échanges mathématiques entre les élèves. Peter, lui, suggère d'encadrer les éléments importants ou les stratégies utilisées par certains élèves sur les surfaces de travail, parfois même en les numérotant selon une progression. Ensuite, il rassemble tous les élèves, commencer par son numéro 1, pour observer et discuter de la résolution du problème ou de la stratégie qui a été utilisée. Ensuite vient le temps de la prise de notes significative pour les élèves. Ils doivent se poser la question, qu'est-ce qui va me permettre de me rappeler de ce que j'ai appris aujourd'hui? Qu'est-ce que je vais noter? Puis finalement, on termine avec la partie vérifie ta compréhension. On peut faire ça avec un billet de sortie, des questions au choix, une tâche nivelée, l'auto-évaluation de sa compréhension. Puis habituellement, on va donner un niveau de question un peu plus facile que le problème qu'ils ont fait en équipe. Donc, ceci fait un petit résumé très rapide d'un bloc collabo-réflexif. Vous pouvez consulter les liens ici. Le site de Peter il propose beaucoup d'informations et certains problèmes, de bons problèmes pour le style de collabo réflexif se retrouvent sur le site. Puis ici, vous avez un lien aussi pour comme un sketch note des composantes du Thinking Classroom. C'est en anglais par contre. Alors voilà qui complète ma petite capsule sur la classe collabo réflexive. Je vous souhaite une bonne exploration à tous.